Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau mystère. Aujourd'hui, ce mystère est un miracle, le miracle de Coqueville. Alors, il est tiré d'une histoire vraie et a priori, il y a eu livres et films tirés de ce récit. Je vous propose un bond en arrière. Nous sommes le 16 mai 1986, peu après 13 heures. David et Doris Young, qui étaient âgés respectivement de 44 et 47 ans, pénétrèrent dans l'enceinte de l'école primaire de Coqueville, une petite ville de moins de 1000 habitants située au sud-ouest du Wyoming. Ils amenaient avec eux 4 fusils, 9 armes de poing et une bombe à essence de fabrication artisanale. Une fois dans les bureaux, ils distribuèrent un manifeste intitulé Zero Equal Infinity. Ceci aux personnes qui se trouvaient sur place. Puis brusquement, David s'écria: Ceci est une révolution. Cette école est une prise d'otage. N'appuyez sur aucune alarme, ne répondez à aucun téléphone et n'appelez pas pour demander de l'aide. J'ai des fusils, ceci est une bombe. Vous et moi sont seulement à 1 centimètre de la mort. Stupéfaits, les gens commencèrent à lire le document qui leur avait été remis, et voyant les folles pensées qui étaient affichées, ils en déduisirent que David et sa femme étaient 2 malades mentaux en plein délire. Quelques années auparavant, en 1979, David Young avait travaillé comme officier de police à Coqueville, puis il avait été congédié à cause de sa conduite, ce qui l'avait poussé à quitter la ville. Cependant, il n'était pas revenu pour se venger, mais pour lancer son grand projet, qu'il avait baptisé le Biggie. David avait développé une certaine philosophie, suivant laquelle la société devait radicalement changer pour donner naissance à un monde nouveau. Et il avait choisi l'école élémentaire de Coqueville, dont les élèves étaient particulièrement brillants, pour lancer son mouvement. Après avoir touché la rançon qu'il pensait réclamer et qu'il s'était persuadé d'obtenir, David prévoyait de faire exploser la bombe et d'emmener les enfants avec lui dans un endroit où ils deviendraient ses disciples. Après avoir discuté un moment de la suite des opérations avec son mari, Doris fit le tour des classes et, interrompant les leçons, elle annonça que, suite à une urgence, tous les instituteurs et tous leurs élèves devaient immédiatement rejoindre la salle numéro 2. La demande pouvait paraître étrange, mais, ignorant quel était le problème, tout le monde obtempéra, mais en rentrant dans la pièce, chaque enseignant reçut un exemplaire dactylographié du manifeste de David. Et bientôt, 136 enfants, 6 professeurs, 9 enseignants, un demandeur d'emploi, un chauffeur de bus et un adulte non identifié vinrent s'entasser dans la salle de classe. Elle avait été prévue pour accueillir une trentaine d'élèves. Ils étaient plus de 150. Imaginez le chaos. David se tenait au centre de la pièce, débraillé, le regard sauvage, et ses bras reposaient sur un panier d'où s'échappaient des dizaines de fils et des bouts de matériaux. Tout cela sentait l'essence. Derrière lui, il avait disposé de nombreuses armes et à son poignet pendait une corde, qui était attachée au panier par une pince à linge. David expliqua alors aux otages que d'une simple contraction de son bras, il pouvait faire exploser la bombe. Puis sa femme prit la parole, précisant qu'il commençait une révolution et qu'une rançon avait été demandée pour chaque enfant présent dans la pièce.
Avant de lancer l'opération, David avait envoyé une lettre et son manifeste Zero equal Infinity au président Reagan, à plusieurs médias et au Children's State College. Dans sa lettre, il demandait une audience au président et 2 millions de dollars par otage, ce qui faisait un peu plus de 300 millions de dollars au total. David avait prévu de faire participer 2 amis de longue date, Gerald Depp et Don Mendenhall, à son grand projet. Il lui avait d'ailleurs confié de l'argent sur la seule promesse de devenir riche. Mais quand ils avaient appris qu'il comptait attaquer une école, les 2 hommes avaient refusé de le suivre et David avait dû se résoudre à les menotter et à les abandonner dans le fourgon qui les avait amenés. Penny, une fille que David avait eue de son premier mariage, devait également participer à la prise d'otage. Mais en rentrant dans l'école, une terrible panique l'avait submergée, et elle s'était mise à courir vers la sortie. Quelques minutes plus tard, la jeune fille rentra dans la mairie affolée, criant que son père venait de déposer une grosse bombe à l'école primaire, et Cathy Davidson, qui était la coordinatrice de la gestion des urgences, demanda au greffier de la ville de prévenir immédiatement les autorités compétentes. Pendant ce temps, dans la salle de classe, le stand-by avait commencé. Les enseignants demandèrent l'autorisation d'aller chercher des livres, des crayons de couleur, des feuilles, une télévision et des films pour tenter d'occuper les enfants. Et cette demande leur fut accordée. Comme aucun des jeunes otages ne semblait avoir l'esprit à se distraire, Doris essaya maladroitement de les rassurer, leur disant qu'ils devaient considérer cette expérience comme un film d'aventure que jamais ils ne pourraient oublier. Un jour, vous serez célèbre pour cela. Vous écrirez dans vos journaux à ce sujet et vous aurez une grande histoire pour vos petits-enfants. Cependant, malgré ces paroles qui se voulaient rassurantes, de nombreux enfants pleuraient, se plaignaient de maux de tête, principalement dus à l'essence, ou plutôt à son odeur. Certains demandaient à rentrer chez eux. Ce jour-là, Jeremy Moore fêtait son 7e anniversaire, et des chansons furent chantées en son honneur. Elles furent reprises par les 2 preneurs d'otages, mais ce semblant de normalité ne fit en rien retomber la tension qui finalement ne cessait de monter. À certains moments, des enfants, épuisés, fatigués, énervés, s'approchèrent de David Young, qui visiblement, agacé, demanda aux enseignants de pousser les tables et les chaises sur les bords de la pièce, puis il leur ordonna de tracer un grand carré sur le sol, tout autour de la bombe, avant de déclarer « Traversez cette ligne de la mort, et je commencerai à tirer sur les adultes. Je tirerai sur tout le monde si je dois le faire. » Comme les enfants étaient de plus en plus agités et que rien ne semblait pouvoir les rassurer, des enseignants leur proposèrent de s'asseoir en cercle et de réciter une prière. Selon un instituteur, qui était l'un des otages, les enfants étaient assis en rond, et comme je les regardais, je pouvais les voir en train de réciter une prière, et ils étaient tous en train de le faire. C'était incroyable pour moi. Vers 15h45, David, qui regardait les enfants qui pleuraient et priaient, commença à nouveau à s'énerver. Et ne pouvant en supporter plus, il remit la corde à sa femme et il quitta rapidement la salle de classe pour se réfugier dans la salle de bain. S'aidant de la pince à linge, Doris fixa le cordon à son poignet et elle s'assurait que le mécanisme de déclenchement était bien fixé quand soudain quelque chose se produisit. Cela émerveilla les témoins. Traversant le plafond, des êtres lumineux commencèrent à apparaître. Ils planèrent un moment dans les airs avant de se diriger vers les enfants.
Une voix chuchota alors à l'oreille de certains, qui leur expliqua que la bombe allait bientôt exploser, mais qu'ils ne devaient pas s'en inquiéter, et d'aller près des fenêtres. Soudain, d'une extraordinaire manière, les uns après les autres, les enfants se levèrent pour se rapprocher des fenêtres. Nathan, un jeune garçon qui se trouvait dans la pièce, rapporta ainsi la scène. Je m'étais assis dans la classe et je m'amusais avec un jouet quand quelque chose m'a fait lever. C'est quand j'ai vu les anges. Ils étaient brillants avec de longues robes blanches fluides. Certains se tenaient la main. Ils ont glissé vers le plafond et sont restés suspendus dans les airs pendant une seconde. Je me sentais totalement en sécurité. Tout le monde semblait avoir un ange. Ils sont descendus à côté de nous. Mon ange était une belle femme lumineuse. C'était presque comme si elle avait atterri sur mon épaule. Elle m'a dit: Tu ne dois pas avoir peur, Nathan. Lève-toi et va vers la fenêtre. La bombe va exploser. J'ai simplement fait ce qu'elle m'avait dit et d'autres enfants ont commencé à faire la même chose. Comme les enfants traversaient la salle de classe, Doris s'énerva et elle demanda aux enseignants d'obliger les élèves indisciplinés à se rasseoir. Puis, semblant oublier le cordon qui la reliait au panier, elle fit un brusque mouvement de bras et tira dessus sans le vouloir. L'explosion la fit voler à travers la salle de classe, comme une torche enflammée. Elle projeta également quelques enfants contre les murs, et une fumée noire envahit la pièce, qui était si dense qu'elle dissimulait tous les otages. Immédiatement après la détonation, les enseignants commencèrent à chercher les enfants à tâtons, éteignant les flammes éventuelles sur leurs vêtements. Puis ils décidèrent de profiter de ce moment de confusion pour les faire sortir. Les fenêtres avaient été soufflées, et ils les aidèrent à se glisser à l'extérieur du bâtiment, leur conseillant, quand vos pieds touchent le sol, courez. Certains enfants qui se trouvaient près de la porte parvinrent à sortir par leurs propres moyens, et d'autres se retrouvèrent à l'extérieur sans vraiment savoir comment ils y étaient arrivés. Ainsi, le journal Billing Gazette rapporte l'histoire de Jenny, sauvée par une inconnue. Jenny Johnson a rampé jusqu'à un couloir reliant sa classe à l'autre. Puis elle s'est évanouie. Elle se souvient ensuite avoir couru de la lumière du soleil de son grand-père qui l'étreignait, la ramenant vers lui. Jenny a ensuite déclaré qu'elle n'avait pas couru à l'extérieur, mais que quelqu'un l'avait portée. Quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant. Dès qu'ils aperçurent les premiers enfants sortir par les fenêtres, les familles, qui attendaient anxieusement à l'extérieur, forcèrent le barrage des policiers. Ceux-ci encerclaient le bâtiment, et les familles se précipitèrent vers les enfants, les attrapant et les emmenant rapidement à l'abri derrière les camions de pompiers. À l'intérieur, le drame se poursuivait. En entendant l'explosion, David Young se précipita dans la salle de classe, un pistolet dans chaque main, et il arriva juste au moment où John Miller, le professeur de musique, tentait de s'enfuir. Alors, sans hésiter, il lui tira une balle dans le dos et l'homme s'effondra. Puis, comme sa femme n'était toujours pas morte, mais qu'elle se tordait de douleur sur le sol, il mit fin à ses souffrances d'un coup de pistolet, et retournant l'arme contre lui, il se suicida. Très excités et énervés, les enfants qui avaient vu les anges, comme ils les appelaient, s'empressèrent d'en parler à leurs parents, leur expliquant qu'ils planaient au-dessus de leur tête et qu'ils les avaient sauvés. Certains racontèrent qu'un grand ange se tenait entre eux et les preneurs d'otages, qu'il les protégeait de ses ailes déployées. D'autres parlèrent de la belle dame qui leur était apparue au fond de la pièce, ou du défunt parent qui leur avait expliqué où aller. Et quelques-uns rapportèrent que juste avant l'explosion, les anges s'étaient rassemblés autour de la bombe, en se tenant par la main et en leur souriant tendrement. Ils avaient fait ainsi une ronde. Dans un premier temps, personne ne voulut les croire. Mais leurs témoignages étaient si nombreux, et ils se ressemblaient tant que beaucoup en vinrent à penser que quelque chose de merveilleux s'était vraiment produit ce jour-là à Coqueville. Des experts analysèrent la bombe artisanale, qui était relativement sophistiquée. David avait disposé différentes étagères de bois avec des centaines de cartouches de munitions sur le dessus,
une couche d'essence au milieu et des boîtes de thon remplies de poudre tout en bas, juste au-dessus des détonateurs. Avant de se lancer dans la prise d'otage, il avait testé un dispositif identique sur un ancien autobus scolaire et il avait parfaitement fonctionné. En actionnant les détonateurs, la poudre devait s'envoler dans l'air et se mélangeant à l'essence, elle devait se transformer en une boule de feu et engloutir la pièce dans les flammes. Cependant, sur les 5 détonateurs, un seul s'était déclenché, les fils des 4 autres ayant été mystérieusement coupés. Le récipient contenant l'essence avait une fuite. Le liquide s'était écoulé sur la poudre contenue dans les boîtes de thon, la transformant en une pâte qui ne risquait plus de s'envoler. Et la force de l'explosion n'ayant pas rayonné vers l'extérieur, comme elle aurait dû le faire normalement, elle était en fait montée vers le haut. Et c'est ce que les experts ne parvenaient pas à comprendre. Selon CNN, que chaque enfant et adulte ait été épargné par l'explosion n'est rien de moins qu'un miracle. 79 élèves et enseignants qui étaient atteints de brûlures légères durent se faire soigner à l'hôpital, où ils se rétablirent rapidement, même John Miller, le professeur qui avait été atteint par une balle dans le dos. Quand les journalistes et les photographes envahirent la salle de classe numéro 2, ils remarquèrent sur le mur une étrange trace qui semblait renforcer les dires des enfants. Juste derrière l'endroit où la bombe avait explosé, là où certains enfants avaient cru voir une belle dame, une forme humanoïde se dessinait sur le mur, qui semblait avoir des ailes sur le côté. Cette année-là, l'école resta ouverte durant tout l'été pour que les familles et les élèves puissent voir la pièce au mur noirci, et certains qui n'étaient pas croyants finalement le devinrent. Des années plus tard, Jenny Johnson et sa grand-mère regardaient un album photo. Quand soudain, Jenny remarqua une photo qu'elle n'avait jamais vue d'une femme qu'elle ne connaissait pas. Et elle s'exprima. « Voilà la dame. C'est elle qui était avec moi. » Surprise, sa grand-mère lui expliqua qu'elle ne pouvait pas l'avoir connue, car cette femme était sa propre tante, la sœur de son père, et qu'elle était morte bien avant sa naissance. De nos jours, les enfants de Coqueville sont devenus des adultes, mais ils parlent toujours avec émotion de ces êtres de lumière qui les ont sauvés. Alors ce que je vous propose de regarder, dans un tirage qui sera très court finalement, eh bien c'est de regarder qui étaient ces êtres de lumière, ou du moins d'avoir une piste, une information, des anges, des défunts, des êtres surnaturels, des extraterrestres, que sais-je. Essayons de regarder. Si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'ai fait un tirage sur la prophétie des ombres. J'ai eu l'étrange sentiment qu'il y avait quelque chose de similaire. Parfois, l'intuition nous guide vers quelque chose. Aujourd'hui, je vais essayer de faire quelque chose de plus simple. On ne va pas regarder ce qui s'est passé, on le sait. Les enfants l'ont raconté. Mais ce qu'on va pouvoir essayer de comprendre, finalement, c'est est-ce que les enfants ont rêvé? Tous, ça paraît peu probable. Il faut quand même être réaliste. Tous les enfants ne vont pas décrire la même chose au même moment, sans se concerter. Quelles sont ces ombres sur les traces de brûlure dans la pièce? Et puis ce phénomène avec Jenny, finalement, qui décrit quelqu'un, une femme, éventuellement s'apparente. Vous voyez que je dis éventuellement parce qu'il faut rester neutre, hein, bien sûr,
mais on peut quand même s'interroger vis-à-vis de tout ça. Alors, je vais demander à l'oracle tout simplement quelle carte représente ce qui a été vu réellement par les enfants ce jour-là et qui a assumé leur protection. Oui, parce qu'il y a la bombe aussi a été vue. C'est pour ça que je pose la question dans ces termes. Nous avons deux choses qui sont intéressantes. Nous avons une carte mercurienne. Mercure, c'est la communication. Mercure, ce sont les réseaux. Mais Mercure, c'est aussi tout ce qui est communicatif, communication, nouvelle, semble nous dire que les enfants ont vu quelque chose arriver. Quelque chose qui se déplaçait. Quelque chose qui semblait avoir voyagé. Voyager ici, nous l'avons. Alors bien sûr, la carte n'a pas des fantômes, hein. L'oracle G n'a pas de fantômes à dessiner. Et puis la carte nouvelle, c'est une carte mercurienne. Vous voyez pourquoi le danger des tarots et des oracles tout faits où on n'a plus qu'à lire dessus. En fait, on ne peut pas faire d'interprétation. On ne peut rien faire du tout avec ce genre d'outils. Ils peuvent être jolis, on peut les garder en collection si on aime ce genre de cartes, d'oracles. Mais attention, il faut rester sur du classique si vous voulez faire travailler réellement votre intuition et vos capacités de voyance. Tarot, oracle de Béline, oracle G. Si vous-même vous faites des tirages, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire avec des exemples de tirages. N'oubliez pas de me fournir votre question telle que vous l'avez posée. Et si vous souhaitez tirer les cartes avec une méthode comme j'emploie, tout simplement, vous me faites une photo, vous me donnez votre question, vous pouvez me donner votre interprétation et puis je vous la corrigerai le cas échéant. Tout ça est bien sûr gratuit. Je le précise quand même parce que dans notre monde, il n'y a plus grand-chose de gratuit. Mais revenons au tirage. Il semble bien que les enfants aient vu une apparition, quelque chose qui venait, qui voyageait. C'est la traduction d'une apparition. Nous savons que ce n'est pas un adulte qui venait d'une pièce extérieure. Souvenez-vous, chaque enfant avait son protecteur. Je vais volontairement enlever le mot ange parce que c'est un biais cognitif que vont utiliser les enfants. Mieux vaut rester neutre et donc ne pas parler d'ange, mais parler tout simplement d'apparition. C'est très curieux. D'où venaient ces êtres de lumière? La carte ici montre que ce sont des êtres de lumière fanés. Bien sûr, si on le remet en bon français, en quelque chose de compréhensible, on peut parler de défunts. Et puis ici, on a l'impression que ce sont des êtres qui ont toujours été en surveillance, présents, comme des guides, comme des protecteurs, avec ces deux ailes, et regardez, c'est le parallèle, deux ailes. Vous vous rappelez? Des anges. Les anges ont des ailes. La dame blanche qui est apparue, cette belle dame blanche comme elle est décrite, avait des ailes dans le dos. L'oracle de Béline semble tout à fait confirmer l'inversion des enfants, ce qui est quand même extraordinaire. Alors, on pourrait se demander pourquoi les êtres de lumière sont venus. Forcément, la réponse va être pour protéger les enfants. Ils ont toujours été là. Et vous voyez, il y a le côté protecteur parce qu'il y a les ailes, il y a la couronne, mais il y a aussi Jupiter. Jupiter, c'est une carte qui appelle à une expansion, une continuité dans le temps. Ces êtres de lumière ont toujours été à Coqueville. Alors pourquoi Coqueville et pas ailleurs? Eh bien justement, posons la question à l'oracle. Pourquoi Coqueville?
et pas ailleurs? Est-ce que c'est parce qu'on ne les a jamais vus ailleurs ou est-ce autre chose? Parce qu'ils ont répondu aux prières? Il y a bien donc un lien avec les prières. Les prières des enfants ont été entendues et ils ont répondu. Prière, communication, ils ont répondu dans l'autre sens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez dernièrement, une abonnée, que je ne citerai pas, m'a contacté pour diverses questions, et dans une des questions, il y avait le fait qu'une enfant de la famille avait vu, sous forme d'ami imaginaire, je crois que c'était un grand-père qui était décédé, qu'elle ne connaissait pas. Petit problème technique avec l'enregistrement, vous avez vu, j'ai eu un problème de cadrage. Euh, je vais essayer de rectifier comme je peux dans le montage. Mais bon, si vous vous interrogez, c'est juste un petit problème technique, rien de grave. Donc je disais que, effectivement, elle ne connaissait pas ce grand-père, et pourtant, elle l'a parfaitement décrit. Ce qui montre que les enfants ont une faculté, jusqu'à un certain âge, de communiquer autrement. Vous savez que, en devenant adulte, en grandissant, on se met des barrières. Nos parents eux-mêmes nous disent mais ça n'existe pas. Combien de fois vous l'avez entendu? Combien de fois vous l'avez dit en étant parent? Ah mais ça n'existe pas, vous l'avez dit aux enfants. Et vous-même, vos parents, vous l'ont dit. Les enfants ont cette faculté impressionnante de ne pas avoir les barrières de l'adulte. Ils voient des choses, ils ne se posent pas les mêmes questions que nous. Nous voyons aussi des choses, mais nous, notre cerveau met des barrières. Nous sommes adultes. L'enfant n'a pas ces barrières et ça lui permet de voir d'autres choses. Car oui, il y a bien eu un miracle à Coqueville. Anges ou défunts sont venus aider les enfants. Encore le même problème, décidément, le logiciel ne veut pas que je travaille très longtemps aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, la vidéo était terminée. Je vous donne rendez-vous à très bientôt les amis. Je vous embrasse, à bientôt.